Vous êtes les bienvenus sur le plateau de la co-commune. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous parlons de rupture amoureuse. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'avez déjà connue, cette, disons, séparation que vous n'attendez peut-être pas, ou bien même que vous avez préparée durant des mois. C'est l'occasion de nous en parler. Comment est-ce que vous le faites? Vous avez l'habitude de rompre avec votre amoureux ou bien votre amoureuse tout simplement, ou bien si vous avez connu une rupture difficile, le plateau est à vous ce matin pour en témoigner, bien sûr, sur les contacts 98 80 93 111, 98 80 93 111, si vous voulez nous appeler en direct sur le plateau, ou encore le 55 01 82 91, le 55 01 82 91, si vous voulez bien nous envoyer vos messages via WhatsApp. Avec nos invités, les détails donc sur comment surmonter une rupture amoureuse. Je suis avec Michel Avancez-vous, bonjour. Mais on ne vous entend pas du tout, à peine moi-même je ne vous entends pas du tout. Bonjour à tous. Comment est-ce que vous allez? Ça va super. Vous êtes comédienne, merci de répondre donc à notre invitation. Alors Ali Latour, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Ça va, merci. Également sur le plateau Lys Degla, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à toutes et bonjour aux téléspectateurs. Comment allez-vous? Ça va. Alors, c'est vrai que nous attendons des hommes quand même sur le plateau. Il ne faut pas croire que ce ne sont que des femmes qui puissent parler de rupture amoureuse. Nous les attendons donc sur le plateau. Alors, rupture amoureuse, tout simplement... qu'est-ce que cela vous dit, vous, Michel Avancez-vous, quand on parle de rupture amoureuse? Le thème me fait penser immédiatement à une séparation. Séparation d'un couple. Que ce soit d'un couple marié ou d'une relation amoureuse simplement, qui va aboutir sur un mariage après. Très bien. Allez là. Oui, il y a la cessation d'une relation amoureuse entre deux personnes, un couple déjà ou bon, un début de relation. De relation. Lys Degla. Bon, je vais compléter ce que les sœurs ont dit déjà. Hein. Oui. C'est vraiment une séparation, mais par rapport à une relation dans laquelle on avait des attentes. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai que quand on entre en relation, chacun attend de l'autre beaucoup de choses, forcément beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui peut entraîner une rupture réellement, Michel? Alors, une rupture peut être entraînée par beaucoup de choses. De manière générale, c'est souvent quand on n'obtient plus ce qu'on veut de la part de l'autre. Quand, en l'absence de bonheur, par exemple, dans le couple, je suis censée être heureuse, il est censé être heureux. Et lorsque chacun des partenaires n'arrive plus à être heureux dans la relation, ben, il y a une rupture éventuelle. Chacun se définit dans une relation ses limites, ses attentes également. Donc, ça peut être parce que les attentes n'ont pas été comblées ou parce que les limites n'ont pas été respectées. Quand je parle de limites, par exemple, on peut décider que ce soit l'infidélité. Quand mon homme me trompe 1, 2, 3 fois, je ne peux plus supporter. On peut décider que ce soit parce qu'il n'est pas organisé. Il jette tout comme il veut, partout. Ça peut être parce qu'il n'est pas attentionné, parce qu'on lui répète tout le temps la même chose, il ne change pas. Ça peut être parce qu'il est plus occupé avec ses amis, il leur apporte plus d'attention qu'à moi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir dans une rupture. Ça peut être aussi principalement parce qu'on ne l'aime plus, parce qu'on pense à une autre personne ou parce que nos objectifs de vie ont changé et qu'on trouve que cette personne-là ne répond plus véritablement à nos objectifs, à nos engagements nouveaux. Voilà. Lys.
Je dirais que c'est principalement ça. C'est principalement parce qu'on ne retrouve plus en l'autre ce qu'on attendait. Si il y a des bases qui ont été définies, des fondements par rapport à la relation, et qu'à un moment donné, ces fondements sont biaisés ou ne sont plus respectés, sont balayés du revers de la main, ça peut entraîner des frustrations, ça peut entraîner à la longue qu'on décide d'en finir. Parce que, comme le disait Michel, on vient dans une relation pour être heureux. Mais bon, la question que je me pose, qu'est-ce qu'on met dans le bonheur? Parce que selon moi, en tout cas, ce que je conçois ou comprends d'une relation amoureuse, c'est qu'on va dans une relation pour donner. C'est-à-dire que si chaque partenaire, qu'on est deux dans une relation, et que chaque partenaire vient en sachant que je viens donner du bonheur à l'autre, il n'y a pas de raison pour que l'un et l'autre ne soient pas heureux. Parce que chacun donne. Et finalement, tout le monde reçoit. Oui. Et est heureux. Encore que je pense aussi qu'il faut, il faut être heureux aussi avant d'aller en relation. Oui, absolument. Son bonheur, on le conçoit, on le prépare, on met des conditions, pour être heureux. Parce que quand on attend que ce soit l'autre qui fasse son bonheur et que ça n'arrive pas, on ne sera. Et puis l'autre ne peut pas faire votre bonheur, puisque vous êtes le seul ou la seule personne à savoir qu'est-ce qui le rend réellement heureux. Il y a une citation qui dit que si tu cherches la personne qui va te rendre heureux, regarde dans le miroir. Oui, c'est ça. La vérité, c'est qu'on a des attentes trop élevées par rapport à une tierce personne. On est déjà soi-même, on est déjà soi-même en conflit avec soi-même. C'est-à-dire qu'il arrive des jours où tu ne te comprends pas toi-même. Il arrive des jours où tu te questionnes toi-même. Donc, si tu vas transposer tes attentes sur une tierce personne, c'est compliqué en fait. Tu rends la vie compliquée à l'autre et tu te la rends davantage compliquée. Et quand généralement on a trop d'attentes vis-à-vis de son partenaire, c'est pas forcément conscient, mais ça peut être une forme de dépendance affective. Et quand tu es un dépendant ou une dépendante affective, ce n'est pas de l'amour en fait. C'est une façon d'empêcher l'autre d'avoir aussi son espace. Exactement. Oui. Alors, il y a aussi ces personnes qui se séparent bien malgré elles. C'est pas parce qu'ils ne s'aiment plus, c'est pas parce que la relation ne marche plus, mais seulement que les conditions dans lesquelles, ou plutôt le moment où ils veulent mettre les choses en place, ça ne marche pas, c'est pas accepté, donc ils se séparent. Tout à fait, on a les cas de religion, de séparation, parce qu'il y a une incompatibilité religieuse, il y a l'incompatibilité en rapport avec une maladie, notamment la drépanocytose et beaucoup d'autres choses. Ça arrive, ces cas-là, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas amoureux, parce que les attentes vis-à-vis de l'un ou de l'autre ne seront pas comblées. C'est une situation forcée. Ça fait partie des cas de force majeure, des exceptions dans la rupture, parce que ça n'a pas été voulu. Ce sont des conditions que la société vous impose, que l'environnement vous impose et que vous êtes obligé d'accepter. Dans ces cas, on se sépare en se disant on aurait pu tout faire si on avait de la volonté, si ça ne dépendait que de nous. Ça aurait marché. Ça aurait marché, même si on ne sait pas si dans l'avenir tout en fait, c'est comme on dit, c'est un risque en fait. Oui. Tout ce qu'on engage, tout ce dans quoi on s'engage dans la vie, c'est un risque. Et le couple aussi, c'est un risque en fait. Parce que tu ne sais pas, ça peut marcher aujourd'hui et ne pas marcher demain. Et comme disait, j'ai oublié le nom, Alilatou, c'est souvent parce qu'il y a peut-être une incompatibilité religieuse ou peut-être pour des soucis de santé ou peut-être on se rend compte que il y a on est en Afrique, on va te dire que si tu vas prendre cette femme, tu auras, mais si tu vas te mettre avec cet homme, tu auras tel revers dans tel. Donc. Et je pense qu'il faut aussi tenir compte de ces choses-là. C'est vrai qu'on ne peut pas tout appréhender, mais il faut tenir compte de ces choses-là avant de s'engager. Parce que la vérité, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'un bord religieux ou non, on constate que quand le couple, généralement, c'est vraiment des exceptions quand ça marche. Quand le couple, il y a de divergences d'opinions religieuses,
généralement, ça affecte même couple. comment je vais dire, la cohésion ou la solidité du couple. Oui. Et ça agit aussi sur l'éducation des enfants. Où est-ce que l'enfant va aller? Est-ce que c'est dans la religion du père? Est-ce que c'est dans la religion de la mère? Finalement, les enfants sont embrouillés. Eh bien, nous avions, il y a quelques semaines, discuté donc du sujet de la religion dans les couples. Il y a aussi ces couples dont la famille de l'un ou la famille de l'autre n'accepte pas l'union parce que, justement, vous l'avez dit, dans telle famille, on ne prend pas mari ou bien on ne prend pas femme. Exactement, dans telle région, on ne prend pas femme de l'autre côté. Mais en réalité, Michel, avancez-vous, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond qui devrait, je vais dire, nous amener à rompre tout simplement en dehors de tous ces, disons, attraits qui, ma foi, ne participent pas forcément au bonheur du couple? Est-ce que j'ai bien compris la question? Alors, Lise, vous m'avez compris? Oui, bon, je pense qu'il peut y avoir aussi, c'est aussi un gros tabou par rapport au sexe dans le couple. Généralement, tu te dis que, enfin, il y a de ces relations dans lesquelles, quand tu rentres, tu as tellement, je vais employer le mot, tu as tellement fantasmé sur le comment ça va être. Et quand tu te retrouves dans le feu de l'action, peut-être que le partenaire en face est sexuellement impuissant ou que il y a un problème. Il n'y a pas compatibilité, je vais dire bien. Bon, c'est pas pas. C'est pas forcément en termes de satisfaction d'un point de vue performance, non. C'est satisfaction d'un point de vue médical. Non, pas folie. Médical. C'est-à-dire qu'il y a une impuissance sexuelle ou quelque chose qui est là. Et pour raison de santé. Oui, pour raison de santé, parce que tu te rends compte que la personne peut-être ne bande pas bien ou que la personne n'arrive pas à satisfaire réellement le besoin sexuel. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas cliniquement. Et quand ça continue sur la durée, parce que généralement quand c'est comme ça, personne n'a envie d'aller se mettre quelque part pour dire moi j'ai tel problème. Surtout pour les hommes ayant un ego. Vous voyez un peu ce que ça fait. Mais en même temps, c'est la femme qui est frustrée. C'est vrai. Qui est frustrée. Et à un moment donné, quel que soit l'amour que tu portes à la personne, tu commences à te poser des questions. Est-ce que je subis ça toute ma vie? Ou la personne accepte de se faire aider? Donc, quitte à ce qu'on en parle, quoi. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent annoncer une rupture? Bon, dans le cas où ce ne sont pas des personnes, disons, extérieures qui agissent forcément, ou cela, peut-être on en discute et on se sépare, tout simplement. Michel? Oui. Il y a plusieurs signes qui annoncent une rupture. Lorsque les deux partenaires n'arrivent plus à communiquer dans le couple, c'est déjà signe qu'il y a un problème. Et lorsque je refuse à mon partenaire tout le temps la même chose et que genre il n'y a aucune correction, je crois à un moment donné je serai à bout et je vais sûrement me dire est-ce qu'il n'est pas mieux de rompre? Donc il y a aussi le fait que je suis en train peut-être de penser à une autre personne que j'ai rencontrée. Là, c'est que vous n'avez pas votre place dans le couple, là. Vous êtes trompés. Non, mais je ne parle pas forcément des couples mariés. Non, je bien me sûr. dis, quand on est en copinage comme ça et tout, ben, il arrive des fois, tu te dis, le gars là, il est pas mal et tout. Et bien ici, il commence à te faire la cour et que genre, toi même de ton côté, tu es déjà intéressé. Et que déjà dans le couple, ça n'allait pas, mais tu commences à vouloir t'évader et en fait. Donc voilà. À cela, on peut ajouter l'infidélité qu'on ne supporte pas tous. Qu'on ne se montre pas, même quand on est infidèle. Au début, on se dit toujours, on ne peut pas, mais on ne se met pas à la place de l'autre pour se dire que ce n'est pas bien. Il y a l'infidélité qu'on ne supporte pas, qui peut
être des signes parce que quand on commence par tromper et que la personne n'a pas de remords, elle ne se sent pas gênée, elle n'est pas inquiétée, elle se fout que ça vous fasse mal ou pas. Là, c'est un signe que quelque chose ne va pas et que d'ici là, si vous ne faites pas attention, vous pouvez en arriver à la rupture. Il peut y avoir également le sexe. Quand vous n'êtes pas satisfait ou quand vous n'allez pas régulièrement au sexe, ça peut être que la personne commence par se retirer de la relation, elle ne se sent pas bien. Ça peut être également un moment où l'homme n'est pas véritablement en un bon point, trop stressé. Il ne faut pas dramatiser aussi et penser que oui, une semaine sans cesse, 2 semaines, ça veut dire qu'on va déjà à la rupture. Donc, ce sont des signes. Quand vous lui reprochez des choses plusieurs fois, il ne change pas. Quand il n'est plus impliqué, vous avez l'habitude de sortir, il ne fait plus d'efforts pour vous, vous êtes là, il prend son téléphone, il décroche, il parle avec d'autres femmes ou bon, elle commence par être intéressée par son téléphone tout le temps, elle court dans la chambre pour se cacher, discuter avec d'autres personnes. Ça peut déjà vous mettre la puce à l'oreille que quelque chose ne va pas. Si vous voulez toujours sauver la relation, il faut agir, sinon vous finirez par vous séparer. Voilà. Alice? Oui, bon, je pense que le tour a été fait. Hein, et généralement, il y a toujours des signes qui annoncent. On pressent que c'est en train de... Oui, c'est en train de... Et généralement, même avant que la rupture ne s'annonce officiellement, c'est que déjà plusieurs semaines avant, on est déjà en train de se préparer psychologiquement à la chose, de se poser des questions, de remettre tout le temps en cause la relation. Et voilà, quoi. Un matin, ça peut arriver. Très bien. Alors, avant de poursuivre, nous allons installer un autre invité sur le plateau. Est-ce que vous allez? Je vais super bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes gestionnaire de projet. Exactement. Alors, la rupture amoureuse, nous en parlons sur notre plateau aujourd'hui et nous parlions donc des signes qui pouvaient annoncer donc une rupture amoureuse urbaine. Justement, c'est le thème du débat de ce matin. Oui. Et c'est avec plaisir que je suis ici. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est bon. Que merci. Je vais me mettre à l'exercice pour essayer de clarifier un certain nombre de choses concernant la question. Et donc, je reste disponible pour les éventuelles questions. Il n'y a pas de souci. Alors, pour vous, quels sont donc ces signes-là qui peuvent annoncer une rupture? Je dirais plusieurs signes. Déjà, dans une relation, lorsque nous constatons déjà un traitement d'infériorité entre les deux partenaires, quand je veux parler d'une relation directement, beaucoup pensent à une relation amoureuse directement. Donc, je ne suis pas allé directement sur ce champ-là. Je veux parler de relations déjà entre camarades, déjà entre camarades, entre collègues de travail, lorsque la relation est régie par ce critère d'infériorité où il y a quelqu'un qui se sent supérieur à l'autre dans une relation, déjà ça engendre des frustrations. Et c'est l'accumulation de ces frustrations-là qui amène plus tard des séparations, donc je dirais des divorces. Et c'est exactement ce que nous pouvons réaliser dans les relations amoureuses. Lorsqu'il y a deux partenaires qui sont ensemble et que déjà dans le couple, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, peut-être c'est l'homme qui a l'impression que déjà il en fait de trop et que la femme est juste quelqu'un qui dépend des efforts de l'homme, ou que c'est la femme qui pense que dans la relation, elle seule, elle se sacrifie déjà de trop. Je crois que de petits actes que les deux partenaires, sans s'en rendre compte, posent engendre des frustrations. Et parce que il y a une partie déjà qui est en
position de supériorité, l'autre qui est en position de faiblesse n'arrive pas à pouvoir dialoguer sur tout ce que elle ressent comme frustration, elle ressent comme quiétude dans son cœur. Et c'est l'accumulation de tous ces trucs-là qu'à un niveau donné, elle se dit, bah voilà, pourquoi continuer de supporter tant que j'ai d'autres options? Et c'est là que la rupture arrive. C'est vrai qu'il y a toujours des options entre points. Absolument. Alors, il y a certaines personnes dans la relation, quand ça ne va plus bien, quand ils ne pensent plus pouvoir, disons, continuer, au lieu de le dire, c'est qu'ils prennent peut-être des dispositions pour se retirer de plus en plus. Et parfois, l'autre dans la relation, en réalité, ne voit pas forcément pour elle ou bien pour lui, tout va pour le mieux. Mais en réalité, l'autre est dans un autre plan, carrément. Je ne sais pas si vous arrive de l'observer, autre Lise. Non, je pense que c'est souvent qu'on se voile la face. Parce qu'il y a toujours des signes, il y a toujours de petites alertes, si on veut. On ne sort pas, quelqu'un ne sort pas d'une relation sans que l'autre l'ait pressenti. En fait, on essaye juste de se voiler la face pour ne pas faire face à la réalité. Parce qu'il y a toujours un avant et il y a toujours un après. C'est-à-dire qu'au moment où l'autre commence à se retirer, tu commences à voir des changements d'habitude, tu commences à sentir un changement même dans le discours, dans l'intérêt, dans l'attention, dans tout ce que l'autre fait pour déjà te mettre à l'aise. Donc, on sait toujours, à moins que vraiment la personne ait pour habitude d'entretenir une relation à la fois sans avoir l'intention réellement de s'engager. Oui, mais si c'est une relation à la base où vous étiez partis pour vous engager, quand l'autre commence à se désengager, ça se ressent. Toujours. Systématiquement. Toujours. Un instant. C'est mieux. Oui. Parce qu'on ne le sait toujours pas, mais on pressent. Oui, on sent que quelque chose ne va plus, elle ne réagit plus de la même façon, elle ne s'implique pas autant parce qu'il y a, comme elle le dit, un début et il y a eu un parcours. Quand au début, vous êtes tous les deux engagés dans la relation, vous parlez de votre vision de couple, de vos rêves, de vos enfants qui vont venir après et qu'à un moment donné, vous voyez qu'elle n'est plus, je parle de la personne, homme ou femme, qu'elle n'est plus aussi engagée. Il y a des sujets sur lesquels, quand vous l'interpellez, elle dit « Non, on va en reparler après, je suis occupée, j'ai telle chose à faire avec des amis, vous ne faites plus partie de la priorité ». Je pense que oui, on est amoureux, on se dit bon, peut-être que ça va passer. Donc on s'accroche à ça. On veut rester dans la relation, on s'accroche, on se dit ça va passer. Bon, laissez-lui du temps. Peut-être qu'elle a envie de temps, peut-être que je l'étouffe. Parfois même on se dit que c'est soit le problème. Je l'étouffe, il faut lui laisser du temps, elle va revenir et et puis ça passe. Vous voulez réagir aussi, Michel? Non, moi je vais ajouter un petit truc. Et par rapport à la fin de ce que la dame a dit, rejoint un peu mon idée parce que pour moi, je pense qu'on peut être dans la relation sans forcément s'en rendre compte qu'il y a une partie qui est en train de céder. Je m'explique un peu. Lorsque vous êtes dans une relation et que c'est vous déjà qui avez beaucoup plus de sentiments envers la personne en face, je vois qu'on dit souvent que l'amour est aveugle et à cause de l'amour là, vous ne voyez pas forcément la personne partie parce que on a tendance à croire ou l'éducation qu'on a reçue nous a dit lorsqu'on aime quelque chose, il faut se battre pour la chose là. Et lorsque ce dernier ou cette dernière a des réticences envers vous, vous dites que voilà, c'est le moment pour moi de lutter, de faire d'efforts pour améliorer la situation. Et c'est là où on reçoit le plus gros choc en fait. Ça s'empire davantage et lorsque cette dernière part, franchement, c'est le gros choc. Donc, je voudrais ajouter ça là. Merci. Alors, un peu plus tôt, on parlait des attentes qui ne sont pas comblées forcément dans le couple. Étant donné que nous avons un homme sur le plateau, je me demande si les attentes des hommes et les attentes des femmes ne sont peut-être pas un peu différentes sur les attentes. Michel? Les attentes. Oui, quand vous êtes femme et que... En tant que femme, quelles sont vos attentes? Vos attentes, oui, dans le couple. Généralement, c'est beaucoup plus basé sur, moi je dirais, l'attention.
on veut avoir l'attention de notre partenaire, on veut être chéri parce que moi je dis souvent c'est ça qui me manque en fait. Il y a mes parents à la maison et tout. Et si je suis venue aussi c'est peut-être parce que je veux fonder une vie à deux, avoir des enfants. Il y a la sexualité aussi. C'est pas comme si je pouvais aller au sexe avec mes parents. Donc pour le sexe, et pour une vie de couple, pour avoir des enfants, pour être aimé, chéri, pour qui je suis, pour cette personne-là que je suis, je crois que là, ce sont les attentes générales qu'une femme voudrait avoir dans une relation. L'amour, l'attention, se sentir la reine. Ah oui, Ouais, être la la reine. rose, ouais. Être au cœur de toutes ces attentions, faire sa priorité. Bon, c'est ce qu'on attend, hein, même si on sait que dans la est-ce qu'on réalité, ne rêve pas beaucoup voilà, en tant que femme aussi? Je pense que on dit que la personne avec qui on passe le plus de temps, même pas autant qu'avec les parents, c'est le partenaire de vie. Oui. Et j'ai envie de savoir que la personne avec qui je vais passer peut-être 40 ans, 50 ans de ma vie, que cette personne puisse être un havre de paix pour moi. Que je puisse, quand j'ai géré les stress de la journée, que je puisse me retrouver avec quelqu'un qui me détend, qui ne me met pas encore plus de stress. J'ai envie de savoir que cette personne est, je vais dire, un ami, un confident, un amant, c'est-à-dire que quelqu'un qui vraiment en qui je peux avoir confiance, sur qui je peux m'appuyer. Et quand c'est pas le cas, tu te demandes mais qu'est-ce que je fais dans la relation? Vaut mieux peut-être être seul que mal accompagné si on veut. Comme on le dit. Et concernant les hommes, oui. Mais malheureusement, je crois que pour les hommes, il y a un petit truc qui s'ajoute parce que l'homme naturellement a un ego et l'éducation que nous avons reçue, en tout cas la majeure partie des hommes ont tendance à croire que voilà, lorsqu'ils épousent une femme, c'est que la femme doit les servir comme leur servante. Donc, en plus de demander à la femme l'affection, l'amour, on voudrait que la femme soit cette ménagère-là dans le couple qui doit tout faire. Je donne un exemple. La femme a obligation, par exemple, en plus de laver tes jeans, la femme a obligation, puisque c'est ça l'amour au fait, la femme a obligation, même si elle est fatiguée, de cuisiner pour toi. Donc on a tendance à croire que tous ces trucs-là, c'est encore une obligation pour faire l'amour, quoi. Et aujourd'hui, on est en train d'aller vers une certaine révolution où les femmes aussi sont en train de comprendre beaucoup de choses. Donc, lorsque la femme se dit, bon, voilà, moi, je ne trouve pas ça comme j'ai une obligation pour construire notre amour. Et la femme pense à autre chose. On se dit, voilà, elle trouve mieux ailleurs. On a tendance à croire que ça, ce n'est pas de l'amour. Donc, il y a ça là que les hommes garçons demandent beaucoup plus aux femmes que les femmes ne demandent pas aux hommes. Je vois très, très mal, par exemple, une femme qui va peut-être demander à son homme de lui laver ses dessous ou ses trucs. Vous voyez, donc du coup, en fait, ce n'est pas que c'est interdit, hein, mais la femme ne voit pas ça comme une obligation pour construire la relation. Alors que l'homme voit par exemple que c'est une obligation pour la femme de laver ses jeans, de lui préparer forcément à manger, de laver les habits de sa maman. Je pense qu'il y a un autre point qui s'ajoute en parlant des hommes. En parlant des hommes, c'est un truc comme une obligation pour construire l'amour et c'est ça qui amène le problème. Je pense qu'en parlant des hommes, il y a aussi un autre aspect. C'est vrai que les femmes recherchent ça. C'est pas forcément toutes les femmes. Mais il y a un critère qui est très important chez l'homme aussi, c'est le respect. Parce comme il a dit, il y a l'ego de l'homme. Il se dit que la femme qui ne lui montre pas du respect n'est peut-être pas forcément intéressée par lui ou trouve qu'il n'a pas tout ce qu'elle veut pour pouvoir le Au-delà du respecter. respect, il y a la question de la soumission que les hommes ramènent souvent dans la relation. Il faut qu'elle soit soumise. C'est vrai que dans la soumission, il y a le respect. Mais si je parle, elle ne doit pas brancher, oui. C'est exécution avant. Voilà, elle doit toujours pas. Alors, c'est bizarre, mais je m'attendais à ce que l'une de vous me parle de l'aspect financier, puisse au moins prendre un tout petit peu
soin de Mais quelques-uns de vos c'est besoins. naturel. Ça va de soi. Ça va de soi. Ça va de soi. D'accord. Naturellement. Exactement. Ça Pour va quelqu'un, pour un homme responsable, il sait qu'il a des engagements vis-à-vis, bon, si je peux me répéter, de son engagement, à être en relation avec quelqu'un, avec une femme. Donc, il sait qu'il a des engagements, que sa poche va saigner, si vous le permettez. Mais aussi, la femme ne s'attend pas forcément au-delà des engagements qui sont fixés d'être à la charge de son homme, mais il a des choses qu'il doit faire et la femme doit participer également. Voilà. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais souhaité être à la charge d'un homme. Non, c'est pas être Donc à la en charge, fait, mais... la vérité c'est, non, je sais pour rebondir sur ce qu'elle a sur ce dit, qu'elle a enfin, dit. la vérité c'est qu'il faut quand même que, on n'a pas besoin de quémander ça. L'homme c'est naturel, l'homme sait que prendre une femme ou être en relation avec une femme, c'est l'entretenir, c'est en prendre soin quoi. Très bien, Il y en a très bien. carrément qui te disent, mais tu ne demandes pas. Ce sont des Ça, c'est un autre débat. On va, Moi, je oui. pense que c'est vice-versa. Bah, Il y a les quand- femmes qui peut-être attendent, bien, il y a- voilà, il y en a que qui c'est n'attendent elle pas. qui joue ce rôle-là, par exemple, entretien. Ça c'est l'exception. Ça, Donc, Ça voilà, c'est en fait, l'exception. c'est Ouais. vice-versa. Alors, c'est l'exception. nous allons poursuivre dans la... Oui. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Très bien, merci. Chez vous. Ça va. Alors, vous, je ne sais pas dans quelle position vous nous parlez, mais votre voix est un peu étouffée. Vous voudriez bien... C'est Rodrigo Lou, je viens de me réveiller. D'accord, je comprends. Monsieur Olo, alors on vous écoute vos commentaires. Bon, je pense que d'abord, quand on se met en couple, j'ai écouté les uns et les autres sur le plateau dire que la femme doit laver les habits dans ceci, la fonction de son homme, tout ça. Je pense qu'il faut comprendre une chose. Il faut faire la part des choses. Il y a des devoirs conjugaux. Vous voyez, quand on est en couple, chacun a son rôle. Et quand la femme ne veut pas comprendre que ça, là, c'est mon devoir, elle va commencer par se dire qu'elle est en train d'être maltraitée dans le foyer, de quoi c'est vrai. Parfois, on pense qu'on est d'autres exagèrent, c'est vrai. Elle peut ramener son mari à nous dire, les travaux, tout ce que je fais, ça devient un peu de trop, il faut essayer de voir dans quelle mesure tu vas m'aider, mais c'est son devoir. Et l'homme, aussi son devoir, c'est d'apporter tout ce qu'il faut aux petits soins de sa femme et des enfants. Bien. Ça, là, il ne faut pas renverser les choses. Maintenant, quand une femme n'est pas soumise, elle peut pas rester au foyer. Ça, là, il faut que toutes les femmes se mettent ça dans la tête. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de mères célibataires. Célibataires plutôt, je peux dire. C'est trop, c'est trop. Quand vous sortez, c'est trop déjà dans la ville. Il va falloir que les femmes commencent à réfléchir autrement. C'est vrai, les hommes ont trop de caprices, mais il faut comprendre aussi que les femmes en ont de trop. Très bien. Pour pouvoir être heureux dans un foyer, je pense que quand moi je regarde les parents, d'entre-temps, papa ne lève pas le ton pour que maman Puisse faire ci ou ça. demande en même temps. Même si elle va le faire, elle ne fait pas devant nous. Bien. Alors, monsieur Ouais, Olo. on voit que papa est en train d'exagérer. Oui. Maman ne réagit pas. Et après, c'est comme un manager et son homme, et ça va bien. C'est dans ça on a grandi, c'est ça qui est bon. Alors, monsieur Olo, avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez connu une rupture amoureuse qui vous a fait mal ou bien est-ce que vous avez eu l'opportunité? Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? C'était quoi les raisons? Bon, c'est toujours, vous savez, quand la femme veut partir, elle ne réfléchit pas. Ah, les hommes réfléchissent avant de partir. Oui, Généralement, mais la oui. femme, elle fait Les hommes sont très calculateurs, très manipulateurs. Tu commences pas à être trop, je ne sens plus rien pour toi. Juste comme ça, hein, bon, Elle a été c'est directe. tout bien, elle a dit non, elle ne veut rien entendre. Elle m'a mis au zoo, mais là, elle a coupé tout ce que elle est partie, je ne sais pas. Bon, je suis resté comme ça, j'ai bu de l'eau, tout ça, et j'écoutais beaucoup de la musique pour pouvoir surmonter ça. C'est pas facile. C'est vrai. Alors, vous avez eu l'opportunité de la revoir après? Oui, j'ai eu l'opportunité, c'est elle-même qui m'a même vécu un beau jour. Ah. Elle m'a dit qu'elle avait fait un enfant, je lui ai dit félicitations.
D'accord. Allez, merci beaucoup, Monsieur Olo, pour vos commentaires. Passez une excellente journée. Merci. Très bien. Alors, rupture amoureuse, nous en parlons donc sur notre plateau. L'aspect que je voudrais aborder avant de recevoir notre psychologue sur le plateau, justement, c'est d'abord vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez déjà pris la décision de quitter quelqu'un et dans quelles conditions ça s'est passé? Juste un témoignage avant, avant de recevoir notre invité. Oui. Michel. C'est arrivé. Oui. Ça arrive souvent. Ah, ouais. Ça arrive souvent parce que moi, je n'aime pas les petits problèmes. Donc, quand ça commence à tanguer comme ça et que quand on parle et que la personne n'écoute pas, moi, je prends mes distances. La plupart du temps, c'est comme ça que je fais. Parce que me mettre à avoir des discussions, à n'en point finir pour que ça s'éternise, moi, je prends des distances. Et tant que tu vas remarquer qu'il y a une distance. Alors, juste en une minute, une petite anecdote sur ça. C'était dans quelles conditions? C'était quoi la cause et... Je vais prendre celle qui me vient à l'esprit. Celle-là, c'était plutôt parce que le mec, il était un peu plus âgé que moi. D'accord. Alors, c'était vraiment compliqué De mieux vous comprendre? Il était âgé plus que moi de 10 ans. Donc, il y a mes parents, en fait, qui ne voulaient pas. Parce que, ils disent non. Le gars, il est plus vieux que toi. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire? Et tout. Donc, c'est comme ça, c'est juste. On a pu se comprendre. Et vous séparez à l'amiable? À l'amiable, tranquillement. Très bien. Tranquillement. On est obligé de faire l'exercice. Raconter une séparation, une rupture. Oui, des ruptures, il y en a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Des incompréhensions, la distance, voilà. Non, je veux... ça, tout le monde le vit. Oui, il y a eu la distance, on n'était pas proches et puis à un moment donné, bon, on a l'impression que l'autre, bon, pas l'impression, l'autre n'est plus assez impliqué. Et puis quand on n'est pas à côté pour discuter tout le temps, on se demande est-ce qu'elle n'est pas en train de faire des choses. Et bon, quand elle vous laisse également l'opportunité de penser ça, qu'elle n'essaie pas d'enlever cette idée de votre tête, vous finissez par... Voilà. On finit pas à se rendre compte qu'il faut laisser tomber. Lys. Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà, non pas sans douleur, hein, mais quand tu fais le point sur certaines choses, tu te dis c'est mieux que j'arrête. Quand je prends par exemple cette rupture-là où la personne avec qui j'étais te ment, mais que tu es face au fait que la personne te ment. Bon, peut-être tu as des doutes, tu t'imagines que, bon, est-ce que ça, c'est la vérité? Mais tu découvres, en fait, réellement que c'est une réalité. Enfin, parce que tu ne tolères pas, par rapport à tes valeurs, tes principes, tu ne tolères pas ce nombre de choses. Tu romps, mais c'est pas sans douleur dans l'âme. Voilà, ça arrive. Très bien. Oui, justement, je fais partie du cas de Lise aussi pour dire que j'ai vécu un truc pareil avec celle que je fréquentais il y a cela quelques mois. D'accord. Parce que bon, j'ai compris que tout ce temps ensemble, c'était sur le mensonge. Vous avez découvert qu'il vous mentait sur quoi, par exemple? En fait, elle me mentait surtout sur le fait qu'elle était uniquement en relation avec moi. Et je suis ce genre de mec, malheureusement, je suis beaucoup plus concentré dans ce que je fais. Pas le temps de surveiller la messagerie ou les va-et-vient d'une petite amie. Ce qui m'importe, c'est quand on doit se voir, comment faire pour bien traiter cette dernière. Et malheureusement pour moi, un jour, je suis en train de vouloir préparer un live. J'ai besoin d'un téléphone portable pour essayer de répondre aux commentaires parce que j'étais seul. Et par la grâce de Dieu, moi j'ai pris... Moi-même je me dis qu'est-ce qui ne marche pas dans ma relation pour que à chaque instant, à chaque fois, il y a des disputes. Je ne comprends pas, je fais l'effort. Et donc je prends le portable pour pouvoir répondre aux commentaires et tout parce que j'étais seul pour animer le live. Quand j'étais là, les messages ne commençaient pas à venir.
Normalement, c'est que j'étais dépaysé dans le live, j'étais désemparé quand j'ai Dans vu le les live. messages. Parce que c'est pas moi-même qui ai. Waouh. J'étais en live, j'étais en direct Wow. le jour là. Quand j'ai pris parce que je regardais le téléphone pour pouvoir regarder les commentaires et Et répondre répondre automatiquement. oui, Donc j'ai c'est- besoin d'un second téléphone. Et je lui ai dit, prête-moi ton téléphone pour que je puisse faire l'exercice. Elle est occupée à faire quelque chose. Donc automatiquement, quand moi j'ai pris le téléphone comme ça, les messages ont commencé par venir. J'ai vu les messages. Le live va continuer. Est-ce qu'il faut déjà est-ce qu'il faut continuer le live ou est-ce que Il faut je arrêter. suis resté au moins quelques minutes sans rien Sans rien dire. dire. J'ai dit les amis, Bon. on va encore se reconnecter. Oh, mais- Donc c'est comme ça j'ai appris le choc. Je dirais ça n'a Wow. pas été sans douleur. Wow. C'était vraiment frustrant. J'ai voulu garder ça pour moi, Mm. mais au bout de quelques minutes, je me suis lâché et dit bah voilà, toi tu avais. Alors, tu tout avais à l'heure, fait- tout à l'heure, on ira en détail, d'accord, sur comment surmonter la rupture. Voilà. Michel, je vais vous libérer pour recevoir mon invité. Non, attendez, je ne vous ai pas encore demandé de descendre du plateau. Votre mot de fin pour ces personnes-là qui sont en pleine rupture, ou bien qui ont connu une rupture, ou bien qui veulent peut-être rompre parce qu'il y a une Ça, c'est un situation. conseil. Carrément. Oui. Carrément. Est-ce qu'on conseille à quelqu'un de rompre une relation? Non, mais la rupture aussi peut être bénéfique parfois dans certaines situations. Ouais. Non, mais c'est très simple. Hein. Si vous sentez que vous n'êtes plus heureux dans la relation, si vous n'obtenez plus ce que vous voulez, et si vous avez déjà discuté avec votre partenaire sans aboutissement, je crois qu'il serait mieux de réellement prendre la bonne décision pour soi et pour l'autre aussi. Très bien. Alors, je raccompagne. Je vais bien. Et chez Merci. vous? Ça va très bien également. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes psychologue clinicien. Et donc, vous allez nous expliquer davantage toutes ces conséquences sur la santé peut-être de celui qu'on quitte ou bien celui qui quitte aussi. On ne dit pas que celui qui quitte ne souffre pas non plus. Alors, quand on prend la décision de partir ou bien de rompre tout simplement la relation, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un préalable qu'il faut mettre en place pour amoindrir le choc peut-être? Tout à l'heure, notre intervenant nous disait que c'était du coup, il n'a pas vu venir et justement beaucoup ne voient pas venir la situation. Allez là. On fait beaucoup de choses, mais ces choses dépendent de la qualité du sentiment. Vous voyez, quand vous aimez une personne et que vous êtes obligé de la quitter, ce n'est pas la même chose que, bon, si vous profitez de la personne. Quand vous profitez de la personne, vous voulez partir. Est-ce qu'on réfléchit véritablement à la douleur? Oui, on peut dire ça va lui faire mal, mais on pense d'abord à soi, parce que ce sont ses intérêts qui comptent. Mais quand vous aimez la personne, bien sûr, on prend des dispositions. Vous en discutez souvent, trop longtemps pour voir comment amoindrir le choc, comment en sortir tous les deux et relever la tête. Donc, on en parle parce que ce n'est pas de notre volonté, il faut partir, ou parce que, bon, on a essayé de tout faire, on met l'autre devant le fait accompli, j'ai tout fait, c'est toi qui n'as pas voulu, et on en est arrivé là. Maintenant, quand on n'aime pas, vous vous réveillez un jour, elle ne décroche plus vos appels, la personne ne décroche plus vos appels, vous passez devant chez elle, on vous dit qu'elle n'est pas là alors qu'elle est là. Et puis, on constate. Mais ça dépend de la relation, des fondements de la relation et de la qualité du sentiment. Lys? Je pense que Alila, toi, a tout dit parce que si on aime quelqu'un, qu'importe les défauts, ou sinon tout ce qu'on a à reprocher à la personne, c'est pas de la même façon qu'on quitte que quand on n'avait pas vraiment de sentiments pour la personne. Généralement, quand les sentiments sont partagés et que les deux personnes sont quand même au même diapason, c'est vraiment des discussions sur des discussions. On essaye de voir comment est-ce qu'on peut. Mais quand ça ne marche pas finalement, malgré les efforts, on essaye de se retirer. Et avant de se retirer, je pense que c'est vraiment des transitions sur des transitions. On essaye d'amortir le choc, quoi. Parfois même, on ne s'en rend pas compte, mais on est toujours en train d'avoir un contact avec la personne
Bon, peut-être Pour que ce ne soit pas brusque. Oui, pour que ce ne soit pas brutal. Peut-être qu'on réduit certaines choses qu'on faisait, on commence à prendre la distance, mais progressivement, c'est pas brutal. Oui. Voilà, généralement, c'est comme ça. Mais on en souffre quand même. Oui, toujours. Urbain. Justement, mélanger à la souffrance, je crois que c'est progressivement. Et ça dépend. Lorsqu'il y a l'amour, c'est progressivement, mais lorsqu'il n'y a pas l'amour, ça peut être brutal ou ça peut être également de façon progressive. Si c'est 2 fois ou 3 fois tu l'écris dans la journée, ça se réduit peut-être à 2 fois et on en souffre parce qu'on a souvent tendance à voir si on peut essayer d'écrire une 3e fois. On prend le téléphone, on tourne dans tous les sens, mais on n'arrive pas. On dit non, il faut que je résiste et puis on fait ça jusqu'à ce que ça passe, mais on en souffre toujours. Alors, quand je dis Oui. non, quand on doit rompre dans une relation, bon, peut-être vous avez écouté aussi depuis un moment les propos, les différents avis sur le sujet. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Quand on veut rompre, d'abord il faut savoir que lorsque vous parlez des conséquences tout à l'heure, c'est réciproque. Et que ce soit celui qui a décidé ou celui qu'on a quitté, ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile. Mais quand on veut prendre cette décision, il faut aller chercher peut-être les causes. Il faut aller chercher les causes qui sont généralement de 2 ordres. Et notre invité qui vient de quitter ici a touché un peu à un aspect. Oui. Ça peut être les causes qui viennent de ton environnement, ou bien des parents, ou des causes qui viennent de vous-même. Maintenant, quand je prends le cas des causes qui viennent de vous-même et que vous voulez vraiment décider de se séparer, et ce qui va vous arranger plus, mais les séquelles vont commencer par se développer, c'est que vous essayez de vous entendre sur les difficultés qui vont, tout ce qui a précédé ces ruptures-là. Vous devez les aborder en commun pour vous entendre. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est souvent difficile. C'est difficile. Parce que quelqu'un, c'est comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la femme, quand ça lui arrive dans sa tête, elle décide là. Elle ne voit plus derrière. Elle ne pense plus à comment ils ont commencé. Et c'est ça encore la difficulté. On a eu les difficultés qu'on a, ou bien les erreurs de départ, c'est qu'on n'a pas pris de temps pour se découvrir. Lorsqu'on n'a pas pris de temps pour se découvrir, c'est maintenant en vue de couple, on commence par voir le caractère. Le caractère. Et lorsque je prends le cas de l'homme, l'homme va tout faire pour démontrer à la jeune fille que je t'aime. Mais c'est la vieille rose qui va tout faire et qu'après, là, ça devient compliqué. Maintenant, quand la femme vient là, c'est il faut faire ci, il faut faire ça. C'est la soumission obligatoire. Alors que la réciproque. soumission est réciproque. Réciproque. Merci Oui, le beaucoup. respect est mutuel. Bon, Voilà. je ne sais pas si je peux appuyer ce que... Oui, bien sûr. En fait, c'est ce qu'on dit. Quand on est en amitié, c'est pas toujours évident. C'est bien facile de se cacher. De se cacher. Mais quand on vit ensemble, il n'y a pas de possibilité que tu fasses tout le temps des jeux de cache-cache. L'autre va te découvrir dans une certaine dimension. Et c'est ça, en fait, qui emmène parfois les problèmes. Alors, il y a parfois, lors de ces ruptures-là, que l'autre n'accepte pas la rupture, de se séparer. C'est-à-dire, vous pensez que c'est la meilleure chose à faire, mais l'autre pense que non, il n'est pas prêt à ce que vous vous sépariez tout simplement. Comment on fait dans ces cas-là? Bon, il faut voir l'intérêt, il faut voir il faut penser à soi, tout en pensant à l'autre également. Il faut discuter, beaucoup discuter. Il y en a que vous allez passer votre journée à leur parler de pourquoi c'est important que vous vous sépariez, que vous preniez du temps pour réfléchir. Même si ce n'est pas une rupture définitive, elles vont jamais accepter parce qu'elles vont penser que voilà, c'est un début pour que vous partiez définitivement. Mais là, il faudra trouver les mots pour lui expliquer le fondement de votre départ. Si elle ne veut pas comprendre et que c'est elle qui vous fait souffrir, vous partez quand même puisqu'il faut sauvegarder son bien-être, son épanouissement, sa tranquillité et tout ça. Vous partez quand même, elle prendra du temps
pour comprendre et accepter, parce que ce n'est que le temps qui guérit dans une rupture. Elle prendra du temps et le temps finira par le guérir. Mais si c'est une personne qui est réceptive, mais qui, à cause de la douleur pour le moment, essaie d'être ferme, vous pouvez encore essayer de discuter, de lui faire comprendre que c'est important de faire une pause ou de partir pour le bien de chacun et de tous. C'est ce que je pense. Très bien. Oui. Je pense que quand c'est comme ça, généralement, c'est vraiment beaucoup de discours. Il faut essayer de tourner, de retourner, de montrer le bien fondé de la séparation. Et c'est compliqué. C'est davantage compliqué quand la personne ne cède pas facilement. Parce que comme l'a dit Alilatou, il ne s'agit pas que de toi, mais en même temps, il s'agit d'abord de toi. De toi, oui. Tu ne peux pas simplement considérer que l'autre va souffrir et continuer toi-même à souffrir. Parce que généralement, je pense que, c'est subjectif ce que je vais dire, la femme a souvent une longueur d'avance en termes de projection, de comment je vois ça. C'est-à-dire que quand on est en train de marcher maintenant, je vois déjà dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce que ça va être. Donc, je préfère en fait qu'on s'épargne cette peine-là, qu'on continue en fait. Oui. Un instant, je reviens à vous. Oui. Et justement, lorsque vous voyez dans une relation la femme ou l'homme qui quitte quelqu'un entre les deux, ce n'est pas le jour où il décide de te quitter qu'il l'a fait. Peut-être que ça a été une préparation de 3 mois, de 6 mois. Il t'accordait du temps. Il essayait elle essayait de mettre le débat pour que vous puissiez échanger par rapport à un certain nombre de choses que toi, tu ne cèdes pas forcément. Donc, du coup, lorsqu'il y a rupture, moi, je pense qu'il faut essayer de vivre ça. Parce que tant que vous ne vivez pas la rupture, vous ne pouvez pas guérir de cela. Parce que la personne décide de vous quitter, mais n'est pas disponible à vous écouter. Là, c'est encore un autre problème. Et lorsque vous n'êtes pas prêt à céder, là, vous souffrez. Vous souffrez énormément parce que cette dernière ou ce dernier n'est pas disposé à vous écouter ou à vous donner quoi que ce soit comme explication. Donc, du coup, on cherche le coupable. On se dit, est-ce que c'est moi le coupable? Est-ce que c'est elle le coupable? Et on veut toujours que ça soit elle, celui qui est en train de partir, qui soit le coupable pour avoir de réconfort. Donc, du coup, il faut essayer de vivre, en tout cas, les séparations. Il faut déjà se mettre dans la tête que peu importe la relation, peu importe ce que nous avons, rien n'est durable. C'est ça, la séparation peut venir, à tout moment. Et psychologiquement, peu importe la relation, il faut s'armer comme ça dans la tête. Quand j'entends, oui. Vous voyez, quelqu'un qui décide de quitter, l'autre refuse. C'est normal, mais c'est compliqué. C'est compliqué de telle enseigne que et tout de suite, l'autre ne sait pas pourquoi l'autre a pris cette décision. Et comme notre collègue vient de dire, l'autre s'est préparé, ou bien il y avait des difficultés. Mais le plus grand problème souvent, c'est manque de communication. Manque de communication. L'un ne veut pas écouter l'autre, ou il y a une situation que vous allez prendre pour discuter autour, on ne veut pas écouter. Et lorsque l'autre prend une décision, mais ça dépend de la situation. Je vais peut-être donner juste un exemple, parce qu'il y en a tellement d'exemples que je prends une femme qui épouse un homme alcoolique ou un toxicomane, et que quand lui sort de la maison, c'est en ce moment que la femme retrouve la paix. Ou bien quand il y a la maison, il faut que la femme sorte et retrouve la paix. Mais quand elle vient, pour la moindre des choses, c'est le châtiment corporel. Ouais, cette femme-là qui va décider de quitter. Présentement, elle ne veut pas sentir la douleur, mais elle sera à l'aise parce qu'elle s'est sauvée. Sa sécurité devient très importante. Elle s'est sauvée. Mais quand peut-être, parce qu'à un moment donné, si déjà il y a des enfants là, elle va commencer par se poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. C'est pourquoi on dit, la rupture, ça dépend de la relation, la vie de couple, la vie de fiançailles, ou bien des relations libres. Très bien. On va aborder cela tout à l'heure. Avant, je voudrais que vous puissiez suivre les avis de quelques citoyens sur le sujet.
la rupture amoureuse qui m'a le plus marqué, disons que c'est, comme les gens le disent souvent, c'est le premier amour. C'est la première fois que j'ai aimé et puis ça s'est mal tourné. Pas mal, mais bon, finalement, elle s'est levée un beau jour, elle m'a juste dit que voilà, tu es bien et tout, tu es gentil, mais que bon, que je ne sais pas pourquoi ça ne marchera pas, donc elle a trouvé mieux et tout. Donc c'était juste comme ça. C'était pas facile, mais bon, je suis là. Honnêtement, c'était pas facile et pour dire la vérité, je dirais que ça m'a changé, mais en bien. En bien parce que ça m'a permis de grandir, de voir les choses autrement. J'ai eu une petite période de, je ne dirais pas de dépression, le mot est trop fort, mais j'ai eu une petite période de tristesse, de doute. J'ai vraiment eu mal. Et comme les gens disent souvent, on va ça souvent dans un feuilleton, on avait du mal à manger, on a envie de rien, tout, mais c'est réel, moi j'ai vécu ça. Mais après, j'ai reconsidéré l'amour, pas que l'amour n'était pas important, mais j'ai reconsidéré l'amour, j'ai reconsidéré tout le mal que ça peut faire à une personne qui est brisée, tout le mal que ça peut faire de briser le cœur d'une personne. Et je me suis dit, voilà, désormais, si je dois aimer à nouveau, il faudrait que je sois d'abord je sois sûr d'abord que je suis prêt d'abord à toute rupture après, mais en retour, ne plus faire du mal aux autres, ne plus briser le cœur de quelqu'un d'autre parce que quand tu vis une rupture amoureuse, tu la vis réellement, tu sais qu'il faut désormais préserver le cœur de l'autre. Donc j'essaie de me ménager dans mes relations, en même temps si ça doit être une relation amicale, c'est amical, mais en même temps une amitié aussi peut faire mal. Donc on essaie de se ménager, mais le plus important c'est de ne pas faire à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Parce que comme ça va mieux. Il faut comprendre que parfois, nous sommes appelés à rencontrer des gens qui ne sont pas faits parfois pour rester avec nous pour toute la vie. C'est peut-être ils ont eu juste à nous rencontrer pour peut-être nous apporter, quand bien même nous prenons le côté déception, ça a toujours ses effets positifs et ses inconvénients peut-être. Mais moi, je tiens plus compte du côté positif. Je pense qu'il a eu juste, je l'ai rencontré peut-être juste pour partager certains moments. Et je ne peux pas dire que parce qu'on n'est pas ensemble, ça n'a pas marché. Et ça m'a donné quand même de l'expérience. J'ai appris. Je ne compte pas sur une femme. Je suis un homme, donc compter sur une femme, c'est en ce moment, quand elle te quitte, tu es gêné. Je n'ai jamais aimé même une femme de fond de mon cœur. Pour dire, bon, je l'aime à cause de cela, si elle me quitte un jour, j'aurai des difficultés à vivre, non, pas du tout. Je comprends parfaitement ceux qui ont du mal à sortir d'une rupture amoureuse. Et pour dire la vérité, moi, je ne l'ai pas fait tout seul non plus. À un moment donné, j'ai eu du soutien. J'ai eu du soutien des amis, du temps, mais beaucoup plus d'une autre femme qui, disons, est venue penser mes plaies et m'a aidé à me relever. Et honnêtement, c'est un truc très fort parce que dans cette période, c'était un peu comme une période sombre, mais cette personne a apporté la lumière et voilà, on ne le dirait pas jamais, mais on a souvent beaucoup plus de facilité à quitter une rupture en s'appuyant sur d'autres personnes. Et cette autre personne peut être la famille, les parents, les amis, ou peut-être quelqu'un d'autre qui est venu dans ta vie pour t'aider à surmonter cette épreuve. Le plus important, c'est de ne pas s'enfermer, c'est de rester dans la solitude. Parce que moi, je l'ai fait pendant un temps et je peux dire que cette période de solitude ne m'a pas vraiment apporté du bien. Mais quand j'ai commencé par m'ouvrir à nouveau, j'ai pu passer à autre chose. Voilà, réaction sur les avis de ces citoyens, Lila. Ben, je souris parce qu'il y a un monsieur qui dit qu'il ne compte jamais sur les femmes. C'est à croire qu'il a eu, pour prêter les mots de quelqu'un, un gourmet sérieux. Et bon, c'est profond, ça l'a marqué. Donc, les intervenants ont abordé essentiellement le nœud du sujet. Toute relation n'est pas faite pour finir en beauté. Donc, parfois, les ruptures sont là pour nous apprendre qu'il faut se remettre en cause, qu'il faut appréhender la vie autrement. Donc, quand une personne entre dans votre vie et part, il faut voir ce qu'elle vous a appris, ce qu'elle vous a laissé, ce qu'elle vous a apporté. Souvent, on a l'impression, on a envie d'en vouloir à la personne à vie. On développe la haine, on développe même la terre entière, voilà, on se venge sur d'autres personnes. On se venge sur d'autres personnes, alors que ce n'est pas nécessaire. Quand on sort d'une rupture, il faut faire son bilan, voir ce qu'on a fait nous-mêmes pour que la rupture survienne ou ce que l'autre nous a apporté, ce qu'on a appris de la rupture, c'est important. Et ils l'ont souligné dans l'élément. Dans l'élément, très bien. Lys? Oui, il y a
je crois que c'est Herman ou Herman Spaghi, le monsieur qui avait un t-shirt blanc, qui disait que pendant la période de la rupture, ce qui l'avait aidé, c'est de pouvoir quand même compter sur les amis, les proches. Pendant une période de rupture, forcément, on a tendance à faire une forme de dépression. C'est comme si le monde se met en pause et on n'a plus envie de rien, on n'a même plus envie de manger. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire toute une journée ou bien même des jours sans avoir envie de manger. Je mangeais juste parce qu'on me disait, il faut que tu manges en fait. Donc, il faut vraiment avoir eu certaines expériences pour comprendre ce que l'on dit là. Parce qu'il y a rupture et puis il y a rupture aussi. Oui, voilà. Donc, il faut s'appuyer sur des proches, des amis, des personnes qui sont là, qui vous apportent de la chaleur, de la joie. Sors de là, viens, on va. Et ça te met bien, ça te fait du bien. Hubert? Oui, au fait, moi, ce que je retiens dans cette vidéo, c'est qu'il faut vivre la rupture, en fait. Il faut vivre intensement la rupture et passer toutes les étapes. L'intervenant en t-shirt blanc a dit beaucoup de choses. Parce qu'on sent dans cette vie une expérience vécue personnellement, quelqu'un qui a réellement vécu l'expérience. Donc du coup, et c'est tous ces éléments-là qui arrivent. Il faut pouvoir surmonter toutes ces étapes, vivre la dépression intensement, essayer de se remettre en cause, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que cette rupture peut m'apporter. Et je dis, dans toute situation de la vie, on a toujours un truc de nouveau qu'on gagne. On a toujours un comportement qu'on peut améliorer dans ce qu'on avait avant. Et cette rupture peut nous amener ou nous apprendre que voilà, c'était tel comportement que tu avais avant. Et si tu essayais de corriger ça, tu peux mieux t'améliorer. Je pense que la vie est faite de ça et on doit être prêt à vivre toutes ces étapes-là. Parce que l'amour, ce n'est pas de simples goudrons. Même sur les goudrons, il arrive parfois où il y a des montées. Voilà, donc du coup, il faut prendre toute relation, que ce soit amicale ou amoureuse, il faut prendre les relations comme les montagnes de savoir qu'il y a des montées et des descentes. Alors, merci beaucoup. Et lorsque je prends tout ce que nous venons d'écouter, j'ai noté deux choses. Oui. Et pour la majorité, c'est un choc, c'est une souffrance et c'est difficile à surmonter. Excepté la seule personne qui dit que ça il n'a jamais aimé une femme. Il n'a jamais aimé une femme. Et la femme qui se nie à cette personne, elle va souffrir. Oui. Donc du coup, lorsque ce choc arrive, donc, il faudrait d'abord préalable, comme l'a dit, je crois que le deuxième intervenant, on doit se préparer psychologiquement. Lorsque nous rentrons dans une vie de couple, on doit se préparer psychologiquement. Tout ce qui peut arriver de bon ou de mauvais. Parce qu'il y a ce que, en dehors du fait que quelqu'un décide de quitter l'autre pour telle ou telle raison, il y a une rupture qui ne dépend de personne. Parce qu'il faut aller voir cette rupture-là et qui devient un grand choc. Un deuil où, avant de surmonter, il faut d'abord accepter. Oui. Là, je parle de la mort. Oui, bien sûr, quand il y a deuil. Il faut d'abord accepter. Il y a des douleurs qui viennent, parfois on se rappelle du passé, il y a la colère qui vient chaque fois, parfois on se culpabilise, on rentre profondément dans la dépression. Et dans ces conditions, pour aller un peu, surtout celle-ci qui est abordée, il faut beaucoup plus chercher à être écouté. Si vous avez des conseillers, vous allez avec eux, des gens avec qui vous communiquez. Et le plus important, pour vite surmonter, si vous avez un spécialiste comme un psychologue, vous allez vers lui. Il aura le temps de vous écouter, d'aborder les différentes étapes qui ont suscité cette séparation. Et maintenant, de vous aider à reprendre. Parce que la douleur qui est là pour la personne la personne qu'on a quittée, ou bien qui a décidé de quitter, c'est que de temps en temps,
et cette personne va se rappeler des souffrances ou des situations dures qui ont précédé cette séparation. Et encore mieux, c'est de commencer par rentrer dans une autre dimension de réflexion pour se lancer dans une relation ou non. C'est difficile, parce que je vais reprendre une vie. Mais comme le deuxième intervenant a dit, il faut accepter. Et le moment viendra où tu seras prêt quand même pour... on en dit beaucoup de tu seras prêt pour reprendre une autre relation. Absolument. Alors, un peu plus tôt, vous parliez de cette rupture entre des fiancés, quand on est marié, quand on a des enfants. Là, ça prend une autre tournure carrément. Ce n'est pas se lever du jour au lendemain et dire, écoute, je ne suis plus, disons, satisfait, mes attentes ne sont plus comblées et autres. Et donc, il faut prendre en compte beaucoup de paramètres dans ce cas. Oui, il faut prendre en compte beaucoup de paramètres. Lorsque je prends par exemple l'amitié libre, je pense que quelqu'un a abordé ça tout à l'heure, où on est là juste pour peut-être nous accompagner, juste les relations ponctuelles d'amour, et ponctuelles où chacun sait dans sa tête qu'il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Donc demain, la femme peut trouver un autre homme, demain l'homme peut trouver un autre homme. Ça c'est une décision unilatérale. Et ça peut arriver. Mais en fiançage, et ça peut venir d'eux-mêmes ou des parents. Lorsque, par exemple, il n'y a pas la communication. Vous n'arrivez pas déjà à vous comprendre au début sur telle raison, tel principe, qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus tôt possible, c'est que si vous pouvez avoir un terrain d'attente, et vous vous séparez, c'est plus facile. À gérer. Mais ce qui est difficile, celui qui se voit plus aimé ou bien qui voit que j'aime trop la personne, c'est souvent difficile pour lui de dire j'accepte la séparation. Est-ce que vous voyez un peu? Bien sûr. Donc, pour ces deux premiers aspects, c'est un peu plus facile. Plus ou moins facile. Plus ou moins facile que nous sommes ensemble. Il y a des enfants entre nous. Est-ce qu'il y aura vraiment une séparation difficile, définitive? Et je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que lorsque je prends par exemple les deux derniers cas là, ils peuvent se séparer comme ça. Et ne plus se revoir. Et ne plus se revoir. Comme chacun, comme je prends le premier cas où chacun va, il retrouve sa vie. Et un jour, la difficulté peut se passer dans les différentes relations. Et la vie peut se voir du cœur. Il y a des situations qui se créent où ils peuvent reprendre. Oui, bien sûr. C'est pareil pour que... Mais dans cette situation aussi, ça peut arriver. Mais je ne pense pas toujours qu'il y a une relation, une séparation définitive. Parce que les enfants sont là. Les enfants sont là. Il faudra les gérer ensemble. Il y aura des moments où, même si vous allez au divorce, il y aura toujours des moments où un enfant va ramener tous les deux parents à communiquer. Oui, obligé. Donc, alors, pour rompre, nous avons dit ce qu'il faut faire, les préalables et autres. Mais il y a certaines personnes quand même qui ne réfléchissent pas à tout cela. Peut-être une rupture par testo, on n'a même pas le temps de vous voir avant et de discuter. C'est une rupture mortelle. Vous vous réveillez un matin et puis vous recevez un message. Je suis désolée, j'ai pris du plaisir, on a passé. Et puis ça commence par on a passé un bon moment, ceci et ça, voilà. Et puis la finalité, en fait, c'est je suis en train de partir. Et là, son téléphone est hors zone. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose rapidement. Je ne sais pas si on l'a abordé, mais je voudrais que ça puisse sortir. En fait, nous avons tendance à prendre trop certaines relations qui ne nous appartiennent pas. Je m'explique. On n'a pas la notion de clarifier les choses pour nous-mêmes au début de nos relations. Je prends un exemple, deux amis qui se partagent juste l'empathie, où il y a juste de très belles collaborations entre nous. L'homme, dans sa tête, peut-être se fait des schémas.
se disent, voilà, je suis en relation avec telle personne et commence par développer un certain nombre de sentiments pour cette dernière et se comporte exactement comme son copain ou comme son partenaire. Vous voyez, cette séparation sera un choc pour lui. J'ai lu sur le statut d'un collègue hier nuit qu'il y a un garçon qui est juste venu demander les mains d'une fille et la fille a dit, est-ce qu'on peut en discuter en privé d'abord? Donc du coup, voilà, pour ce garçon, directement, il va se dire, voilà, je viens d'avoir un gourmet, j'ai organisé un truc grandiose pour demander la main de... Il faut d'abord être sûr que le oui doit venir la même voilà. Donc du coup, il faut vraiment que les jeunes, ou en tout cas, il faut réellement qu'on essaie de développer la notion de clarifier d'abord les choses pour nous-mêmes d'abord avec nos partenaires pour savoir on est en train d'aller sur dans quel type de relation sommes-nous et on est en train d'aller sur quelle base. Et c'est en fonction de ça là maintenant qu'il faut pouvoir s'orienter. Sans quoi, je crois que la rupture va être tout le temps le quotidien. Oui, un instant, Alibat, oui. Relation, séparation par texto. Et vous voyez, ce n'est pas une relation. Parce qu'au préalable, il y a un intérêt que soit la fille et l'homme en train de quitter. Donc, lorsqu'il trouve tout de suite l'intérêt, je prends un jeune homme qui voit que telle fille, là, voyez la dame qui est devant moi, elle est belle. Bien sûr. Donc, ce qui attire plus les hommes qui veulent toujours être avec les belles femmes. Donc, qu'est-ce que peut-être lui veut? Peut-être que dans sa tête, là, c'est juste la voir de manière sexuelle et c'est que demain quand ils vont dire que celle-là, au moins je la connais. Vous voyez, lorsque cet intérêt-là passe, on passe à autre chose. On pense à autre chose. Mais il y a autre situation où peut-être que c'est que ça donne de choc à celles à qui on dit maintenant que ça va. Et il y a d'autres situations où entre deux amitiés, et la fille qui peut-être connaît déjà chez son ami, ils sont en fiançailles. Mais un jour, la fille veut rendre visite à son homme, il rentre, il constate que il y a déjà une autre femme qui est là, ils sont dans un débat amoureux. Puis elle a la clé, elle ouvre, elle constate. Regardez ça, c'est un choc, un grand choc. Oui. Et ça peut créer des difficultés là, ou bien simplement si la femme là est patiente, est vraiment patiente, elle peut décider juste partir et envoyer un texto. Un texto. Oui, je pense que c'est peut-être aussi une question de maturité. Parce que je suppose qu'on a peut-être déjà fait toutes ces erreurs-là quand on était un peu plus jeune au collège. Mais quand on prend de l'âge, avec de l'expérience et de la maturité, on essaye de dialoguer, de ne pas envoyer l'autre balader. Parce qu'on on ne considère pas seulement qu'on est seul dans la relation, parce qu'on n'est pas seul dans la relation, on considère l'autre et on a le temps de discuter avec l'autre. Envoyer juste un texto, je prends ça comme de l'irresponsabilité et du manque de considération. Parce que quand vous êtes en relation avec quelqu'un, même si vous ne l'aimez pas dès le départ, elle vous a apporté quelque chose. Et pour cette chose, et par respect pour elle, je pense qu'on peut prendre le temps, même si on n'a pas envie peut-être que c'est quelqu'un qui pleure très vite, on n'a pas envie de voir ses pleurs, mais quand même, essayons de s'asseoir, donnons-lui une raison, envoyez un message. En fait, on ne sent pas la sincérité. Vous voyez, quand vous êtes ensemble, vous vous regardez. Si quelqu'un vous parle, vous voyez dans son regard, vous pouvez lire la sincérité, vous pouvez lire l'empathie et voir toute l'émotion que dégage son acte. Mais si ce n'est pas un message, ça peut être elle en train de rire, même de vous, en envoyant le message. Mais quand elle est devant vous, bon, vous voyez ce que reflète son visage et ça peut vous aider à vous apaiser. Ah, elle regrette de partir. Non, bon, elle ne regrette pas, elle a profité. Tout ça, là, vous aide dans votre processus de guérison. Oui. Très bien. Alors, avant de recevoir, parce que nous allons tout doucement vers 8h30, nous allons recevoir Nafissatou qui va nous lire les messages sur le plateau.
Toujours, moi j'aime bien sur le plateau qu'on fasse des témoignages. Et peut-être le psychologue va nous en faire un aussi, pourquoi pas. Alors, on parle de déception amoureuse avant d'aller vers tout simplement les témoignages sur votre plus grosse déception amoureuse. Et ce que je voudrais, c'est comment vous l'avez surmonté. Nous allons suivre le mot du jour qui est d'ailleurs chagrin avec Casimir Didago. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur votre rubrique Le mot du jour. Aujourd'hui, nous allons vous parler du mot chagrin. Alors, le mot chagrin est un sentiment de déplaisir, alors de tristesse, de mélancolie que l'on ressent au terme d'une relation sentimentale ou humaine. Alors, comme synonyme du mot chagrin, nous avons la tristesse, nous avons la mélancolie, nous avons l'affliction, la souffrance, nous avons la douleur, la déprime, nous avons le dépit, nous avons l'amertume. Alors, évidemment, vous savez que les chagrins, c'est ce que les Ivoiriens appellent gourmets. Ce ne sont pas de très bonnes choses à vivre. C'est une période très difficile que traversent certains amoureux au terme de la rupture de leur relation. Donc, on parle de chagrin d'amour. Alors, comme antonyme, nous pouvons parler de la gaieté, de la joie, de l'amour, de l'irréalité, de l'ivresse. Nous pouvons parler de la jubilation, de la satisfaction. Alors, on n'aurait jamais souhaité vivre des chagrins. On souhaite évidemment du courage à tous ceux qui traversent des périodes de chagrin. Alors, comme citation, nous allons vous donner une pensée de William Faulkner qui dit que entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. Alors, lui, c'est un choix qu'il fait. Il estime que le chagrin est mieux que le néant. Alors, et vous, qu'est-ce que vous auriez préféré? Je laisse le plateau vous répondre. Merci de votre attention et à demain. D'accord. Retour donc sur le plateau. C'était le mot chagrin avec Casimir Didago. Lisa. Oui, il y a la citation de fin qui dit entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. Moi, je choisis le chagrin parce que en fait, nous sommes des êtres humains et de la même façon qu'il y a le jour et la nuit, on ne peut pas empêcher le jour de précéder à la nuit. C'est mieux de vivre que de refuser de vivre parce qu'on a peur d'avoir un chagrin. Même quand on est en famille, avec les parents, il arrive qu'on soit déçu. Donc, bien sûr. Même si tu te caches dans un trou, à moins que tu ailles quelque part en autarcie, là où il n'y a aucun être humain, mais là même tu vas mourir parce que tu as besoin d'interagir en tant qu'être humain, tu as besoin d'interagir avec les autres. Et tant que tu interagis avec les autres, tu auras des frustrations, absolument, tu auras des déceptions. Donc, vaut mieux l'accepter et assumer et vivre pleinement que de dire qu'on veut le néant. Le néant, tout simplement. Alors, déception amoureuse, comment vous avez fait? Comment est-ce que j'ai fait pour surmonter cela? Oui, une déception. Donc, racontez-moi quand même un bout de comment ça s'est passé. Bon, en résumé, c'est que il y avait, je vais dire qu'on était on était dans une phase même où on était presque en train de se préparer pour le mariage. Et la vérité, c'est que il y avait des situations qu'on n'arrivait pas à gérer. Je vais dire, je sais pas, des conflits, parce qu'on ne s'est jamais disputé, on n'a jamais eu de dispute. Non, on n'en a pas eu. Mais en termes de caractère, c'est-à-dire que il y a des choses que moi j'apprécie pas qu'il fait, et il y a des choses que je fais qu'il n'apprécie pas. Mais on n'arrivait pas en fait à trouver un terrain d'entente. Et je crois qu'il y avait aussi un manque de patience. La vérité, c'est que naturellement, moi j'ai appris et on m'a éduquée un peu comme mon père a eu, enfin, avec ma maman, il a eu que des garçons, je suis la seule fille. Donc on m'a éduquée comme tout le monde. Oui. Et je suis de nature très speed, c'est-à-dire que quand je vois qu'il y a une opportunité, quelque chose, il faut aller vers en même temps. Oui, j'aime être très très réactive, très diligente.
Et par contre, mon homme était quelqu'un de très flegmatique. C'est-à-dire que quand il y a une situation et que tu viens, bon, tu sais, il y a telle chose qu'il faut qu'on fasse, je veux qu'on m'aille dessus, il prend son temps, il faut tout calculer. C'est un bleu. Donc, il faut tout calculer, il faut tout planifier, il faut du zéro risque. Donc, quand toi, tu es en train d'attendre qu'on agisse, donc peut-être dans une semaine, 2 semaines, lui peut prendre 1 mois, 2 mois. Là, ah, Seigneur. Donc, c'est des choses qui étaient compliquées, suffisamment compliquées. Et aussi, c'est quelqu'un qui... de nature est très contrôlant. Et moi, j'ai un problème avec le fait qu'on ne puisse pas me faire confiance. Parce que si je suis avec toi, si je t'ai choisi, j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Oui. Donc, si je suis avec toi, c'est que j'ai décidé d'être avec toi. Donc, alors, comment vous vous sentez? Voilà. Après, quand ça a commencé comme ça, c'est que on vivait déjà ensemble, en fait. Mais à un moment donné, on vivait dans la maison, mais on était un peu comme, bon... Chacun dans son coin, quoi. Ouais. Et à ce moment, moi, j'ai demandé qu'on fasse une pause parce que j'avais besoin de réfléchir un peu à tout ça. Et quand on a pris la pause, à ce moment-là, je pense que, enfin, il y a l'ego de l'homme. Elle ne peut pas me dire qu'on va prendre une pause alors qu'on vit ensemble. Donc, à un moment donné, lui-même, il a commencé par développer des comportements. Moi, un matin, je pense que c'était sur un coup de tête. Un matin, il est sorti. J'ai appelé un taxi. J'ai ramassé tous mes effets. Et je suis partie. Je lui ai dit, tu sais, je ne supporte plus l'ambiance, le truc là qu'il y avait. Ça a été difficile. Quand je suis retournée, je n'arrivais plus à manger. Enfin, c'était compliqué. Mais c'était, je pense que d'un côté ou de l'autre, c'est la meilleure chose. Mais c'est qu'avant, on a eu beaucoup de discussions. On a eu beaucoup de discussions. Mais voilà. Ça n'avait pas réellement marché. Voilà. Alors, Hubert? Je vais continuer sur la base de l'exemple que je donnais. Oui, mais très très court. Oui, très très court. En fait, quand ça s'est passé comme ça, moi j'ai essayé d'introduire le débat. Mais c'est à croire qu'elle, déjà dans sa tête, elle savait qu'elle était déjà dans une relation ailleurs. Et peut-être pour elle, c'est la meilleure option de m'informer. Je ne sais pas si c'est elle-même qui a activé d'envoyer les messages à l'instant. Donc, elle se sentait libérée. Alors, pour rappel, peut-être pour ceux qui viennent de rejoindre le plateau, c'est que vous avez découvert des messages tout simplement d'infidélité sur le téléphone de votre copine. Oui. Copine. Donc, du coup, en fait, quand j'ai eu le message comme ça, pour elle, j'ai voulu introduire le débat. Mais non, moi je n'ai rien fait. Et tu as juste vu les messages, de quel doigt tu es allé dans mes messageries. Donc elle a voulu me rendre coupable en fait, moi quoi. Donc quand ça s'est passé comme ça, moi je me suis dit, je suis resté dans mon coin. Heureusement pour moi, j'ai encore trouvé un contrat, je suis parti pour mon travail. C'est vrai, je n'étais vraiment pas stable dans ce que je faisais là-bas parce que j'étais encore sous le choc. Mais à mon retour, c'était déjà ça et puis bon. Bon, elle était déjà complètement partie. Elle était déjà complètement dans son coin parce qu'elle se disait, voilà, elle ne pouvait plus revenir m'expliquer quoi que ce soit. Donc chacun a pris ses distances et puis honnêtement, j'ai subi. Et vous avez pu compter sur... J'ai subi, et en tout cas, j'ai beaucoup écouté les vidéos de motivation sur YouTube. Ah oui, pourquoi pas? Et c'est ça qui va se... Pourquoi pas? Allez là. Je suis restée dans mon coin plusieurs semaines et je prenais tout le temps mon téléphone. Est-ce qu'il a envoyé un message? Moi, j'avais pas envie de faire le premier pas. De toute façon, on savait que c'est fini, mais il y a l'envie de, voilà, est-ce que ça ne va pas arriver? Bon, après... On se met à réfléchir, on se rend compte que, on appréhende, on se rend compte que c'est vrai. On sort des rêveries, on est dans la réalité maintenant, c'est vrai. Et bon, on commence par... Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est discuter avec d'autres personnes, notamment mes sœurs, mes copines. Je ne sortais pas beaucoup, mais par téléphone, je parlais, je lisais beaucoup aussi, je regardais beaucoup de films. Je peux du matin au soir être devant mon ordinateur en train de regarder les films. Et c'est passé on pense à autre chose. Voilà, avec la lecture. Oh, mais il ne faut pas aller sur des films romantiques, hein, sinon on est en plein dedans encore. Rapidement dans votre chagrin et puis voilà. Mais avec... le soutien de l'entourage, la lecture et tout ça, voilà. Quand je dis quoi? Oui, entre le chagrin et le néant, c'est le choisir. Vous savez, et pour une relation amoureuse et pour vraiment une bonne évolution, on ne peut jamais refuser la douleur, les peines qui surviennent par moment. Et ça, c'est souvent
par manque de... S'il y a communication devant des chagrins, parce qu'il a cité beaucoup de choses, et on peut s'écouter réciproquement. Et ce qui va peut-être nous amener à trouver un terrain d'attente pour surmonter cette souffrance, parce que personne n'est parfait. Parfait, oui. Vous voyez, personne n'est parfait. Donc, il vaut mieux accepter l'autre et vous essayez de vous écouter et trouver un terrain d'entente pour que... Parce que lorsque nous allons décider de nous séparer, et on ne sait pas encore avec qui il faut reprendre demain. C'est vrai, c'est vrai. Être prêt à reprendre. Et avec qui? Voilà que ce soit la femme ou l'homme ne peut jamais vous dire ces caractères, ces principes-là. Vous ne pouvez jamais découvrir ça dès le début. C'est pas possible. Et c'est dans la vie du couple que vous découvrez les choses. Mais vous êtes dans ces conditions, une fois qu'il y a déjà l'amour au départ, vous êtes obligé d'accepter et de voir comment les surmonter. Très bien. Alors, il est 8h30. Lys, je vais vous libérer pour recevoir... non, attendez. Je vais vous libérer pour recevoir Nafissatou. Mais avant, un mot à toutes ces personnes qui sont en chagrin d'amour actuellement. Bon, je dirais que la vie, c'est les saisons. C'est les saisons. Et il faut vraiment accepter de vivre chaque saison pleinement, avec ce que ça comporte de bon comme de mauvais. Et vraiment, c'est beaucoup de courage. Et il faut accepter de parler avec les autres et de se... Un instant, vous allez finir votre phrase. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Ah, il est parti. Vous pouvez... D'accord, donc il faut accepter de parler, de se faire écouter et aussi accepter que l'entourage soit là, sortir avec des amis, des personnes qui d'habitude vous font rigoler, vous font du bien, passer vraiment du temps à faire les choses que vous aimez faire. Et ça va aider facilement à accélérer le processus pour ne pas demeurer dans le chagrin. Voilà. Merci beaucoup, Lys Degla. Vous êtes écrivaine. Je vous raccompagne. Voilà, Nafissatou installée. Bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien ce matin? Ça va très bien. Alors, on y va avec le message? Oui, nous avons quelques messages ce matin. Nous allons commencer par celui de Gloria. Bon, je n'ai jamais eu de rupture. Disons que je suis tombée sur la bonne personne en même temps. Ah, c'est super, ça. Félicitations à elle. Vraiment. Il y a Bio Manzogi qui nous dit: en parlant de rupture amoureuse, malheureusement, c'est une chose dont j'ai fait plusieurs fois l'expérience. En effet, il est arrivé que des filles acceptent être avec moi, juste par intérêt. Donc, quand je m'en rends compte, j'y mets fin ou c'est elles-mêmes qui mettent fin parce qu'elles ne trouvent pas ce qu'elles voulaient. Mais il est eu aussi le cas qui ne dépendait ni de ma volonté, ni de celle dont j'étais amoureux, mais plutôt de l'opposition des parents. Et en ce qui concerne comment j'ai surmonté cela, il y a certaines ruptures qui ne m'ont pas fait ni chaud ni froid. Par contre, d'autres, c'est le temps qui a fini par faire son œuvre et j'ai pu oublier. Le temps fait passer beaucoup de choses. Hein? Il faut faire confiance au temps pour pouvoir se reconstruire bien souvent. Oui, comme je le disais, dans toutes les blessures définitives, notamment la rupture, le seul médicament qui pourrait marcher, c'est le temps. Allez, un autre message. Il y a Adèle qui nous dit: moi, je n'ai pas encore eu de relation amoureuse avec une personne. Je n'ai pas encore fait l'expérience. Donc, je m'abstiens pour le moment. Il faut faire l'expérience. Il ne faut pas avoir peur. Allez, on continue. Oui, j'ai déjà vécu une rupture amoureuse douloureuse une fois. Comme le dit l'adjectif, c'était vraiment douloureux. Pas du tout facile parce qu'on ne voulait vraiment pas se quitter. Mais on n'a pas eu d'autre choix. On dit le temps soigne les blessures et c'est vrai. Il n'y a que le temps qui peut nous aider à surmonter des trucs du genre. Je n'ai eu que 2 déceptions amoureuses jusqu'à là. La première, on m'a quitté. Et la deuxième, on s'est quitté. Donc, je ne pourrais pas dire si c'est moi qui quitte ou si on me quitte. Alors,
les deux questions, c'est un message anonyme, très bien. Les deux messages me font penser à tous ces impacts-là quand les ruptures brusques sur certaines personnes. Avec le temps, peut-être que le temps leur fait peut-être accepter un peu davantage les choses, mais ils peuvent fuir carrément toute relation et ne plus vouloir s'engager jusqu'à un certain niveau. Et quand tu dis pas. Oui, il faut vraiment le temps. Il faut vraiment le temps parce que tu viens de vivre une situation, un choc. Et il faut prendre le temps pour analyser, pour se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je devrais faire pour que ça n'arrive pas? Parce que l'autre peut être en erreur. Moi, je peux voir qu'elle est en erreur et je peux l'aider. Parce que je veux qu'on aille. Comme moi, je peux être en erreur. Et parfois, quand on a une décision, on ne voit plus ça là. On ne se pose pas ces questions. Mais du coup, si cette rupture arrive, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps pour s'écouter, pour réfléchir et pour voir comment, pour que lorsque vous prenez le temps, il arrivera que vous allez vous accepter. Vous allez accepter cette rupture parce que vous avez eu le temps de faire le contour de tout ce qui est arrivé et vous serez à l'aise de prendre une décision pour peut-être relancer. Mais toujours est-il que, comme l'autre l'avait dit, il faut à un moment donné décider de s'attendre à tout. Parce que tout peut arriver à tout moment. Très bien. Nafissa? Il y a Hanif Olatunji qui nous dit « Bonjour le plateau, oui j'ai déjà vécu une rupture amoureuse douloureuse dans ma vie. J'ai pu surmonter grâce à la prière car c'était plus que douloureux cette rupture. Bon, pour la dernière question, c'est vice versa. Donc on me quitte parfois, moi également. Agréable journée à vous. Une rupture plus que douloureuse. Bon, c'est ce qu'on ne souhaite pas. On continue. Bonjour, ce matin, je veux parler aux jeunes filles. Tu as déjà perdu 2 ou 3 hommes à cause de ton mauvais comportement. Insoumission, orgueil, impolitesse, manque de patience, colère exagérée, mensonge, infidélité, cupidité, insolence, indifférence, dépensière. Il a dressé une liste. Il attendait le sujet. Mais tu ne veux pas toujours changer. Tu crois que comme tu es belle, ça suffit. Détrompe-toi. Tu n'as jamais vu une très jolie femme chassée de son mariage. On te reproche, tu ne veux pas changer. Pire encore, tu aimes toujours dire je m'en fous. L'homme qui va m'épouser va supporter mes caprices et mes défauts. Non, on n'épouse pas que la beauté extérieure, mais surtout le comportement. Le message nous vient de Tonokwi Tanguy. Il nous écrit depuis Kandi. Lui, c'est Merci à Tonokwi Kandi. Mais bon, c'est peut-être aussi là qu'il faut repenser au choix qu'on fait dans nos relations. Avec quelle personne je veux entrer en relation avant d'entamer réellement quelque chose de sérieux. Tout à fait. Et il ne faut pas voir au-delà du caractère marin, de son message où il exprime tout ce qui lui passe sur le cœur. Il y a des passages qui véritablement reflètent la réalité. Mais ce n'est pas que pour les femmes, c'est valable également pour les hommes. Oui. C'est vrai que les femmes, parfois, on a l'impression qu'on est jeune, qu'on est belle, et qu'on a tous les atouts pour, qu'on peut tout se permettre. Non. Il y a dans le comportement des faits, des gestes qui sont importants autant pour l'homme qui va vous prendre que pour vous-même, pour votre stabilité, pour pouvoir mériter le respect et tout dans la société. Donc, faisons gaffe, ne laissons pas toutes nos bêtises sur le coup de l'adolescence, de la naïveté et tout ça, du temps qu'on dispose pour faire ces choses-là. Très bien. Bonjour. Quand vous voulez réagir. Je vais juste aborder le point caprice et défaut. Oui. Parce que lorsque 2 personnes veulent installer une relation, vous devez vous attendre à avoir
caprice de l'autre, défaut de l'autre. Et c'est comme ça qu'il faut commencer par s'accepter. Et lorsque j'accepte quelqu'un, ses caprices, je pouvais... Mais ce qu'il faut éviter, et c'est ça surtout qui m'a poussé dans une relation, évitons l'intérêt personnel. Parce que c'est l'intérêt personnel qui aboutit souvent à manque de communication et la rupture. Parce que lorsque la femme vit son intérêt personnel et qu'à un moment donné, elle ne trouve plus l'intérêt là, ça va créer des désastres. C'est réciproque aussi pour l'homme aussi. Mais lorsque nous visons l'intérêt commun, je pense que quel que soit ce qui aura comme problème, nous allons nous en sortir. Oui, sur la question du choix, du profil. Le profil est fondamental. Et le profil, ce n'est pas il est beau, je veux un homme qui soit beau, qui soit élégant. L'amour n'est pas la beauté. Ce n'est pas que ça. Il faut voir dans le comportement. Oui. C'est vrai qu'en partant, nous avons déjà une liste dressée de tout ce qu'on aimerait avoir chez l'autre. Une longue liste, très longue liste. Mais parfois, il faut faire des concessions. Il faut aller sur l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est le respect, c'est le comportement, c'est sa foi, ce sont ses ambitions. Est-ce que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a des rêves, qui se donne les moyens d'y arriver, qui n'est pas dans la rêverie, qui a des rêves mais qui n'est pas dans la rêverie. Qui a des rêves mais qui n'est pas dedans là-bas. Justement. Mais n'oublions pas que tout ceci commence déjà par l'apparence. C'est ça, on voit d'abord avant de vouloir savoir si la personne a un mauvais ou un bon comportement. Voilà. Bonjour le plateau, moi c'est Cédric Fanou. J'ai vécu une rupture et ça a été pénible car moi et mon conjoint étaient à un pas du mariage au point où j'ai déjà fait la connaissance et j'ai donné la dot. Au point où j'ai déjà fait la connaissance et la dot est en cours. Boum! Mes grands-parents et mes beaux-parents choisissent de remettre ma conjointe à un pasteur. Ça a été très dur. J'ai failli me suicider et j'ai trop investi sur ma conjointe. C'est ce qu'il a investi qui lui fait mal. Non, l'investissement peut ne pas être que financier. Oui, il s'est donné dans cette relation-là. En cours de mariage, oui, juste un mot pour celui-là, comment faire? Et vous voyez, c'est difficile, c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez permis de temps pour aller un peu en profondeur. Oui, c'est long, et nous avons quelques minutes pour quitter le plateau. En matière de religion, et ça pose problème. Et il s'est investi, si je vais peut-être répondre de façon religieuse. Et tu as donné les dots, tu as fait les connaissances, et qui fait partie aussi de, je peux faire, si je devais faire un témoignage, je vais vous donner exactement ce que le monsieur a dit. Et voyez, c'est souvent difficile. Et tu as déjà, vous êtes assis. Et le pasteur même, c'est lui qui vous a donné accord pour aller à la connaissance. Et il reste le mariage, le pasteur détourne. Oui, là, il n'y a pas la crainte de Dieu. Et celui-là n'est pas pasteur aussi. Maintenant, il faut que l'autre accepte pour surmonter. Et si c'est vraiment, il a la crainte de Dieu, c'est peut-être qu'il y a d'autres souffrances qui vont venir, puis ça. Et Dieu est en train de l'écarter de ça, en créant cette situation. C'est possible. Et il peut prendre ça maintenant comme une épreuve qu'il va surmonter. C'est possible. Alors, il n'a pas dit que c'est le pasteur qui devait le marier, qui a pris sa femme, non? Alors, on a juste donné ça à sa copine ou bien sa promise à un autre. Mais il était pasteur. Nafisa, on continue. Bonjour, chers journalistes. De nos jours, il n'y a plus d'amour. Moi, dans mon cœur, il n'y a plus d'amour. Si on va toujours se blesser, donc je vais aimer avec réserve. Très bien. Le dernier message vient de Temos. Les ruptures amoureuses sont douloureuses lorsqu'on y met les organes, comme on dit entre jeunes. Et oui, j'ai déjà vécu une rupture amoureuse. J'ai pu passer cette étape en me noyant dans le travail et dans la solitude. Mais généralement, c'est moi qu'on quitte. Je suis loyale et j'essaie de me battre jusqu'au bout pour celui que j'aime. Je tiens à mes engagements.
Très bien. Alors, nous allons poursuivre avec la pensée de ce matin, très rapidement. La pensée de ce matin nous vient de Zraza Gabor. Je n'ai jamais détesté un homme après une rupture au point de lui rendre ses diamants. Je n'ai jamais détesté un homme après une rupture au point de lui rendre ses diamants. Et oui, très rapidement, et pas long, sur la pensée de ce matin. Hubin, juste une ou deux phrases. Oui, je crois que par rapport à cette pensée, c'est bien clair. C'est pour ça qu'il faut vivre la rupture pour ne pas se lancer dans des éternelles guerres envers son partenaire, parce que oui, il y a la rupture, mais après la rupture, la vie continue, et puis c'est ça. Oui, après une rupture, il faut positiver, il faut voir le meilleur côté des choses, ne pas en vouloir à l'autre au point de vouloir lui rendre le coup, vouloir lui faire subir toute la souffrance qu'on a. Et puis après une rupture, si vous voulez rendre les diamants, ça veut dire que vous voulez tout lui retourner de ce que la rupture vous a appris. Après une rupture, quand même, on fait bon, basta. Non, diamant, ce n'est pas en termes d'affaires ici, c'est en termes de ce qu'on a recueilli, de ce que la relation nous a apporté et de ce qu'on pourrait utiliser pour rebondir et être plus fort. Ah oui. Oui, bon, quand on prend un diamant, c'est un objet. Mais ce qui est utilisé, c'est comme une métaphore. Et c'est là où on se pose la question, est-ce qu'une rupture peut être définitive? Parce que lorsque je me sépare, je ne peux pas détester la personne jusqu'à ce que tout ce que la personne m'a donné là, je vais lui rejeter tout. C'est souvent difficile. Il y aura de ces moments-là dont on va toujours se souvenir, même si vous n'êtes plus avec la personne. C'est ce qu'essaie de nous dire Gabor. Elle est née le 6 février 1917 et morte le 18 décembre 2016 à Los Angeles. Elle est une actrice américaine d'origine hongroise. Très bien. Alors, l'humour, une note d'humour avant. Oui, nous allons commencer par Game Over. Tu n'as plus de crédit dans ma vie, je te quitte. Tu n'as plus de crédit dans ma vie. Alors, c'est un message de rupture. Tu n'as plus de crédit dans ma vie, je te quitte. Oui. Et il y a un gars qui dit à une fille, si tu m'aimes, dis-le. Et la fille dit, le tout simplement. Oui. Message entre deux conjoints. Oui. Coucou, tu veux que je te fasse un tour de magie? Oui. Abracadabra et hop, tu es célibataire. Tu es sérieuse? Si. C'est une manière de lui dire bon, au revoir, quoi. Au revoir. Le dernier, la fête de l'oubli. Dans un bar, un médecin rencontre un de ses anciens malades en train de boire allègrement. Vous m'avez dit que vous buviez pour oublier votre fiancé, lui dit le docteur. Vous ne l'avez donc toujours pas oublié. Bien sûr que je l'ai oublié. Maintenant, je bois pour fêter ça. Il a bu pour oublier et maintenant il boit pour fêter la rupture. Ça, c'est bien. Est-ce que vraiment on va boire pour fêter? Bon, pour oublier, c'est vrai. Et ça peut te conduire à une dépendance. Hein? Absolument. Ça peut te conduire à une dépendance qui a des conséquences très énormes. Alors, juste vraiment en 30 secondes, dites à ces personnes-là ce qu'il faut éviter quand on est en plein chagrin pour justement ne pas encore plonger davantage dans le néant. Ce qu'il faut éviter, des comportements à éviter. Et ce qu'il faut le plus éviter, c'est d'éviter de voir le tort de l'autre. Parce que c'est lui toujours, à vous accuser l'autre. Non. Mais je l'accuse, qu'est-ce que je vois qu'il a fait comme erreur? Comment je peux l'aider à corriger? Et là, on s'écoute. Et là naît la communication. Si on est là à jeter de tort sur l'autre, à s'attaquer à un défaut de l'autre, vous voyez que ça pose problème. Si on peut éviter ça, chacun essaiera devant une situation de faire une prise de conscience pour pouvoir surmonter les chagrins. Nafisat. Nous avons quelques histoires. Oui, juste une courte.
de petites histoires. Nous allons commencer par celui de Marion, 30 ans. On était dans un parc, son attitude était étrange. Il a commencé à parler rupture. Je respectais son discours. Je retenais mes larmes et là, un pigeon a tout donné sur ma veste. Merci le présage. Ah. D'accord. Profite de ça. Oui. Vacances, cadre, idrill, toute sa famille défait ses valises. Il me dit que finalement, qu'il ne faut peut-être pas que j'ouvre la mienne parce qu'il ne se sent plus dans la relation, qu'il flippe. 1 heure après, je pleurais sur mon billet retour qui déteignait. Julie, 27 ans. Oui, une autre. J'avais 20 ans, j'étais en couple depuis 4 ans. On se connaissait depuis toujours, on était dans le même établissement scolaire depuis le primaire et on était sortis ensemble au lycée. Après le bac, j'avais choisi de faire des études d'histoire et lui, une classe préparatoire scientifique. Il préparait le concours de Polytechnique et il avait tellement de travail que je ne le voyais plus que très rarement. Quand il m'accordait 2 heures dans la semaine, c'était la fête. Or, moi, j'avais beaucoup de temps libre et j'étais un peu vexée que ces problèmes de maths et de physique passent toujours avant moi. Un jour, dans un élan dramatique, j'ai dit « J'en ai marre que tu bosses tout le temps. Et je te préviens, c'est la prépa pour moi. » Il m'a dit, avec toute la simplicité du monde, « Bon, c'est la prépa alors. Désolé. » Et il est parti. Morale, il vaut mieux réfléchir à 2 fois avant de balancer des ultimatums. C'est ça, avant de demander de choisir. Alors, il nous reste quelques minutes pour clôturer ce plateau. Et je vais prendre vos mots de fin. Nafisat, un mot quand même sur les ruptures amoureuses, les déceptions. Il faut savoir gérer ça. Il ne faut pas qu'on tombe dans la dépression. Mais comme l'a dit et les téléspectateurs, ceux qui nous ont envoyé les messages, avec le temps, tout finit par passer. Absolument, avec le temps, tout finit par passer. Moi, je voudrais tout simplement, avant de prendre vos mots de fin, vous faire écouter un bout d'une lettre de rupture. Avant, on écrivait des lettres, tout simplement. D'une lettre que vous avez reçue? Non. Non, vous n'aurez pas cette opportunité-là. Alors, une lettre de rupture de Françoise Sagan, c'est une écrivaine qui nous dit tout simplement... Puisque nous ne nous aimons plus, en tout cas, je dois prendre les dispositions pour les funérailles de notre amour. Je te hais, comme toi à l'époque, par moments tu me haïssais. Passons, il faut passer. J'ai tant de choses à te léguer. Je te lègue ces mots embrouillés, confus, mortels, grâce auxquels tu m'expliquais tes absences. Je te lègue les rendez-vous d'affaires, les démarches indispensables, les contretemps fâcheux. Ah, si tu savais à quel point ces contretemps s'appelaient contre-amour. Ah, j'oubliais, les coquillages. Tu te souviens de ces coquillages? Ils sont sur la plage, ils t'attendent. C'est un beau cadeau que je te fais là, n'est-ce pas? Je ne te lègue plus rien du tout. Tu le sais, il n'y a plus rien d'autre à léguer. Rien de compréhensible, rien d'humain. Parce que moi, je t'aime encore. Mais cela, je ne te le lègue pas. Je te le promets. Je ne veux pas te revoir. C'est juste quelques phrases. La Molière. C'est juste quelques phrases de sa lettre de rupture, très très profonde d'ailleurs, qui fait le point de tout ce qu'elle peut lui laisser, mais cet amour-là, elle ne le lui laisse pas, tout simplement. Alors, Hubin, un mot de fin. Je vais commencer par une chanson. Oh, le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant. Je ne dirais pas que quelqu'un m'a déjà soigné, mais je vais juste demander à tous nos téléspectateurs de vivre intensement ces moments-là parce que ça vous permet de changer quelque chose de mal en vous parce qu'il y a forcément rien sans cause. S'il y a rupture, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a forcément quelque chose. Il y a donc les bénéfices. ne voyez pas forcément le mal dans ce qui arrive. Vivez intensement ces moments-là. Ça vous apprendra, ça vous permettra de passer d'un niveau A à un niveau B. Merci. Dr. Kodjo. Oui, ne voyez pas seulement le mal, et c'est des choses qui vont arriver. Et le plus important, la rupture amoureuse, c'est un choc, comme ce que vous venez de dire. Et c'est un deuil
On dit même qu'on fait les funérailles de notre amour. De notre amour. C'est un deuil, c'est un choc. Donc, il faut, pour surmonter, l'accepter. Et avant de l'accepter, il faut commencer par parcourir les différentes étapes de ce deuil-là. Le choc, le refus, ce que je ne s'attendais pas à ça. Et on se culpabilise, on se pose beaucoup de questions. Et la colère, on voit comment gérer cette colère, et on déprime. Il faut traverser toutes ces étapes-là. Et qui va vous permettre, justement, ça marche, beaucoup plus ça marche avec un spécialiste. Et vous allez accepter. Mais quand vous acceptez, c'est le mot le plus fondamental à utiliser. Il faut accepter. Si vous acceptez, vous allez surmonter facilement. Merci beaucoup. Pour les croyants, on dit toute chose concourt au bien de celui qui croit en Dieu. Absolument. La rupture, c'est une expérience de vie qui, si vous la prenez bien, vous permet de mieux vous connaître et de grandir. Moi, ce que je voudrais conseiller pour finir, c'est qu'en cas de rupture, prenez le temps de faire votre deuil et de comprendre ce qui n'a pas marché avant de vous lancer dans une autre relation. Sinon, vous allez vous faire encore plus mal et faire mal à d'autres personnes. Merci, Alinat. Nafissa. Ce que je vais dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de quitter une relation. Même si la rupture fait mal, dans certains cas, il est très important de quitter certaines relations. Donc, avec le temps, vous serez soigné, donc n'ayez pas peur. Alors, chers amis téléspectateurs, si vous ne vous sentez plus bien dans votre relation, plus épanoui tout simplement, mettez en place tout ce qu'il faut pour pouvoir quitter au mieux dans les conditions les plus saines possibles cette relation-là, parce que nous vivons tout simplement pour être heureux chacun. Et si vous venez de connaître une rupture amoureuse, sachez que bien d'autres choses vous attendent. Si vous avez envie de pleurer et après relevez-vous pour continuer. La vie est trop belle, la vie, elle continue sans vous de toute façon. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir participé à cette émission. Urbain Armangbasso, merci, vous êtes gestionnaire de projet. Michel Avoservou était ici. Lys Degla également était ici. Kodjo Djankpa, merci, vous êtes psychologue clinicien. Et Nafissa Touassani, Alila Toudraman, je vous dis à demain.